Bonsoir. Le porte-parole du gouvernement face aux affaires de la cité. Le coût de la vie, les ressources naturelles, l'agriculture, la communication gouvernementale sont le menu de cette émission. Mais puisque nous recevons Seydou Gueye, nous ne manquerons pas de l'interroger sur les questions politiques en sa qualité de porte-parole de l'APR. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Mamoudou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. LAC 33e numéro, les ports et traits de notre invité du jour, Seydou Gueye, un précoce ou un prématuré politique, un document d'Aïssatou Paye Fall sur les images d'Ibrahima Cissé. Regardons. Seydou Gueye, quelqu'un qui ne vous connaît pas bien ferait quel portrait de vous? Mais je pense que le portrait de votre collaboratrice dessine à grands traits les contours un peu de ma trajectoire. Connaître les gens, ce n'est pas une chose très facile. Quelqu'un qui ne me connaîtrait pas pourrait dire que c'est un homme simple, comme un autre pourrait dire que c'est un prétentieux. Ah ouais, on vous le dit souvent? Non, pas forcément, mais je laisse la liberté à chacun d'avoir son point de vue sur les autres. Oui. Mais je garde toujours cette règle forte, quand il s'agit de dire quelque chose des gens, d'essayer de le faire avec humilité. Des libéraux, des socialistes, des communistes ensemble dans la même marmite, on dira, ça donne quelle sauce? Mais ça donne une qualité fondamentale, c'est-à-dire, ça donne les moyens. C'est pas du soupou kanja? Non, absolument pas. Ça donne les moyens de gérer la pluralité, parce qu'on le verra peut-être au cours de notre entretien. La démocratie d'aujourd'hui, elle postule la pluralité. Et quand on est structuré sur le modèle de l'altérité, de l'échange, il faut être dans la posture simple, qui permet justement à l'Alliance pour la République de fonctionner comme un creuset, un point de départ d'une proposition nouvelle qui a été validée par les Sénégalais, puisque étant pertinente et adaptée aux problèmes auxquels les Sénégalais étaient confrontés, c'est s'ouvrir aux autres sans oublier d'être soi-même. Et c'est fondamental en termes de disposition de discours, mais en termes aussi de conséquences pratiques qu'il faut attacher aux comportements et aux actes que nous posons. D'un point de vue politique, ça donne quoi? Ça donne une capacité de proposition encore renforcée, puisque là, par le fait de la pluralité, nous tombons dans la logique de la synergie, qui nous permet d'arriver à une opération où 2 plus 2 ferait 5. Donc ça apporte en plus, ça enrichit. Mais également, ça donne la capacité de se remettre en question, puisque il faut savoir s'ouvrir aux autres, s'oublier un peu, écouter les autres et être sur ce qui est essentiel, sur ce qui est fondamental. Ça donne une grande capacité à élaborer et bâtir des consensus qui permettent l'équilibre. L'équilibre permet le développement d'un point de vue économique, l'équilibre permet la stabilité de la société. Donc c'est un avantage, ce n'est pas du soupou kanja. Alors, on a vu dans le portrait que vous avez goûté aux délices de la politique très très tôt. Vous avez connu Michel Rocard, qui est parti il n'y a pas longtemps. Quand on regarde votre parcours, on peut dire que c'est un homme qui s'est enrichi au fil de ses contacts, de ses relations avec des personnalités politiques de premier plan. Mais appliqué aujourd'hui à la politique au Sénégal, la politique qu'applique le président Macky Sall, qui est votre leader, la politique appliquée aujourd'hui, puisque j'ai parlé de socialistes, de communistes, de libéraux, donne quel visage, offre quel visage? Mais un visage d'une politique qui est une politique équilibrée, parce que portée par un homme de synthèse. Vous abordiez votre question à partir des rencontres que j'ai eu l'opportunité ou le privilège d'avoir, parce que je pense que tout individu est le produit de ses rencontres. D'abord, sa rencontre avec sa propre famille, son père et sa mère, ça commence à déterminer la trajectoire, mais au fur et à mesure qu'on y va, on ramasse des choses qui nous enrichissent. Et aujourd'hui, la politique qui est définie, moi je le dis avec beaucoup de fierté, peut-être que ça ne plairait pas à certains de mes amis, mais c'est ma perception. Le président Macky Sall est un homme de synthèse, qui a réussi autour de la formule justement
de synthèse que Michel Rocard, que Dieu ait son âme, avait l'habitude de dire, c'est le penser clair, le parler vrai et l'agir concret. Je pense qu'à partir de ce triptyque, on peut donner un code de décryptage des politiques publiques menées par le président Macky Sall, qui sont des politiques orientées préoccupation des populations, orientées efficacité économique, pertinence sociale. Et du point de vue de la posture, comme le président Macky Sall le conçoit dans son rapport aux autres, parce qu'il pense fondamentalement que parler ça fait rire, agir ça fait taire. Très bien. On va voir si le ressenti de l'échantillon de la population que nous avons choisi est en phase avec la politique, les actions du gouvernement actuel. La parole à quelques jeunes Sénégalais rencontrés par hasard à Dakar, des propos recueillis par Cheikh Hassan Fall et Léa Niafouna. Moi, ce que j'attends du gouvernement, c'est la traduction concrète des déclarations de tous les jours. Concernant le gouvernement, moi, j'attends tout simplement la réalisation des projets. Vous savez bien, le Sénégal est un pays sous-développé. Je pense qu'actuellement, le gouvernement est en train de faire un excellent boulot. Seul qu'il reste des choses à améliorer, des détails, parce qu'il y a beaucoup de promesses qu'ils avaient faites, notamment sur la transparence, qui ne sont pas encore résolues. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement doit être préoccupé par des questions beaucoup plus sérieuses, au lieu de se mêler sur des trucs en réalité qui ne font pas avancer le peuple. À vrai dire, j'attends du gouvernement qu'il fasse vraiment ce que le Sénégalais veut. Et quand je parle de Sénégalais, je ne parle pas du Sénégalais qui représente une minorité, mais je parle du Sénégalais représentant la majorité. Donc qu'il puisse, je ne dirais pas qu'il puisse répondre à toutes les attentes, mais qu'il puisse vraiment satisfaire les questions de l'heure. Vous les avez entendus, ces Oui, Sénégalais? Oui, c'est très positif. Puisque vous les aviez questionnés peut-être sur le ressenti, ils vous ont répondu sur leurs attentes, en donnant parfois quelques éléments d'appréciation. Je note que le gouvernement respecte ses engagements. On y entrera dans le détail des engagements sur le chantier social. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Déjà, dès 2012, il y a eu une action vigoureuse sur le coût de la vie, pour le baisser, avec une baisse des prix sur les denrées de grande consommation. Et cela a été fait à partir d'une démarche très emblématique du président Macky Sall, qui est la recherche du consensus. Donner d'abord la parole aux experts, ce sont les professionnels de la distribution et de la commercialisation, qui, à partir de ce qui était possible, ont travaillé sur la réduction de leurs marges. C'est ainsi qu'on a obtenu des baisses substantielles sur le prix du riz, sur le prix du gaz, sur le prix du sucre et d'autres denrées de consommation, grande consommation, comme l'huile, mais c'est l'huile en sachet, le ninel, qui a connu une baisse assez substantielle. C'est de la même manière que pour améliorer justement le coût de la vie, pour améliorer le pouvoir d'achat des Sénégalais, que le président Macky Sall a entrepris par le truchement de la réforme de notre Code général des impôts, une augmentation du salaire des Sénégalais, une augmentation qui est allée d'un spectre de 15 000 minimum à 80 000 francs sur tous les salaires qui ont été identifiés. Et de la même manière, c'est dans cette perspective de tenir ses engagements et d'apporter des solutions aux urgences des populations, notamment sur ce secteur, qu'il a mis en place une politique d'encadrement des loyers sur les loyers qui n'étaient pas définis à partir des superficies corrigées, en maîtrisant un peu l'offre par une amélioration de notre capacité à travers une politique d'habitat social. Donc ça, ce sont des réalisations concrètes. De la même manière, on aurait pu continuer également, mais je sais que c'est très ennuyeux à la télévision d'énumérer les choses, mais on entrera dans le détail pour avoir le sens des actions qui sont posées. C'est l'efficacité des bourses de sécurité familiale, qui aujourd'hui, par un dispositif de solidarité active, neutre et objective, enrôle 300 000 familles, c'est-à-dire permet à 300 000 femmes de recevoir tous les trimestres 25 000 francs en provenance de notre richesse nationale, qui sont destinés à accompagner la scolarité des enfants, mais qui sont destinés également à les engager dans un processus d'autonomisation pour demain promouvoir leurs propres activités génératrices de revenus. De la même manière, on a travaillé sur une offre encore plus large
démocratique et popularisé d'accès à la santé à travers la couverture maladie universelle, qui est un système par un dispositif... C'est l'objet d'une évaluation et qui ne donne pas encore entière satisfaction. Non, elle ne donne pas entière satisfaction puisque nous sommes à mi-chemin. Puisque nous sommes partis d'une situation de départ où seuls 2 Sénégalais sur 10 étaient en mesure de se soigner, avaient accès à une couverture maladie. Donc, d'un taux de 20%, nous sommes aujourd'hui à peu près 60% de taux de couverture et nous visons 75% en fin 2017. Avec maintenant une intelligence pratique qui permet de traduire ces choses en actes à travers l'installation de mutuelles de santé, qui sont des organisations communautaires de base, puisque étant le fait des populations elles-mêmes, avec un apport, une sorte de subvention de la part de l'État, puisque la cotisation technique étant de 7 000 francs, il reste 3 500 à la charge de chaque sociétaire d'une mutuelle, puisque l'État intervient en complément de cotisation à hauteur de la moitié, c'est-à-dire 3 500, soit 50%. Et aujourd'hui, le système est en place de la façon suivante. Il y a au moins une mutuelle de santé par commune. Parfois, il y en a 4. Mais ça veut dire qu'on règle le problème de l'accès à la santé à travers le système. En plus de ce dispositif institutionnel, vous avez tout le système de gratuité, avec la dialyse, avec les césariennes, qui ont permis d'intervenir, de prendre en charge beaucoup de nos concitoyens qui souffrent d'insuffisance rénale. Par la césarienne, plus de 23 000 femmes ont bénéficié de la gratuité de la césarienne, et ainsi de suite. Il y a une offre au niveau du chantier social que le président Macky Sall a engagé, puisque à son arrivée, notre pays était caractérisé par ce qu'on appelle la généralisation des souffrances collectives. Et cette problématique... On ne souffre plus au Sénégal. Si, on souffre toujours, puisque l'homme est fait pour souffrir. Mais on souffre de moins en moins. Très bien. La parole au public, nous avons ce soir des étudiants du CESTI déjà, mes confrères Binta Diallo, journaliste, chef du desk politique à la RFM, Baïma Kebessar, journaliste au magazine La Gazette, et puis tous les autres avec des profils assez divers. Le micro au public, justement. Voilà. Et je voudrais quand même vous poser 2 questions. La première est relative au sous-secteur des hydrocarbures, qui a connu quand même une alerte assez franche sur ce qu'on a appelé l'affaire du carburant de qualité africaine. Ce matin encore, je voyais, on disait qu'on est en train de faire des contrôles, des prélèvements sont faits pour aller analyser. La question qu'on se pose, quelle est la pertinence de ces prélèvements qui vont être faits aujourd'hui? Ce qui est constant dans cette affaire, c'est qu'il y a une grosse alerte. Il y a eu déjà une première alerte avec Sénélec, le fuel Sénélec, et cette deuxième alerte qui vient. Ensuite, à ce problème de carburant dit de qualité africaine, s'ajoute le foisonnement des stations-service dans Dakar et sa banlieue aujourd'hui, et qui crée des conflits avec les populations riveraines. Maintenant, malgré toute la réglementation qu'il y a autour de ces problèmes, le gouvernement a pris déjà une mesure sur l'aval, ça veut dire sur l'exploration, en mettant un comité stratégique pour l'exploration. Mais est-ce qu'il ne serait pas pertinent aujourd'hui de mettre dans le sous-secteur des hydrocarbures une autorité de régulation, à l'exemple de ce qui se fait dans les télécommunications, pour contrôler, vérifier, faire appliquer la réglementation et même sanctionner ou sévir en cas d'infraction dans le secteur du pétrole aujourd'hui? Ça, c'était la première question. La deuxième question est relative au passif social dont vous avez hérité et qui fait aujourd'hui problème sur le champ syndical. Il a été évoqué dernièrement en Conseil des ministres. Et la question que je vous pose, c'est quels sont les mécanismes que vous comptez mettre en œuvre aujourd'hui pour éponger définitivement ce passif social et pacifier le front social qui est en constante ébullition depuis votre arrivée au pouvoir. Merci François Diouf. Oui, Elimane Sall. Voilà. Merci Mamadou pour l'invitation. Ouais. Merci Monsieur le Ministre pour cet exposé. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Alors nous remercions également le Président de la République parce que je représente ici les locataires. Je suis le président de l'Association des locataires du Sénégal. Le Président a pris une loi en 2014 pour la baisse des prix du loyer
Évidemment, récemment également, il a demandé à ce qu'on lui fasse le point avant la fin du mois d'octobre. Monsieur le ministre, les chiffres avancés dans la presse font état de 2890 cas en 2014, 1996 cas en 2015 et 887 cas en 2016. Évidemment, ça, c'est les chiffres qui sont avancés. Mais nous, je pense, au niveau de notre association, nous ne voyons pas ces chiffres-là de la même façon que ceux qui l'ont avancé. Pourquoi? Parce que pour les seules demandes de référé sur difficulté au niveau du tribunal hors classe de Dakar, entre 2015 et 2016, nous avons noté 6050 cas qui sont en voie d'être expulsés et qui ont demandé des référés sur difficulté. Donc la loi a fait naître un nouveau type de contentieux entre les bailleurs et les locataires. Alors, dans le registre actuellement, qui a été ouvert récemment ce mois-ci, nous avons enregistré, rien que pour ce mois, 4000 cas. Ces chiffres sont vérifiables au niveau du tribunal hors classe. 4000 cas de contentieux pour les loyers. Donc, pour permettre au président, je pense, d'avoir une très bonne lecture de la situation, ne faudrait-il pas engager des spécialistes, des statisticiens qui feraient une enquête très exhaustive sur le terrain pour pouvoir lui livrer la très bonne information qui lui permettrait évidemment de prendre les bonnes décisions. Je pense que l'ANSD pourrait faire l'affaire. Pour les logements sociaux, monsieur le ministre, je terminerai par là. On a vu les efforts entrepris par le gouvernement, hein, mais nous demandons encore que ces prix qui sont entre 10 millions et 15 millions pour les maisons clés en main, que cela soit revu, parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et qu'aujourd'hui, les gorgorlous, les marchands ambulants, tout le monde, normalement, devrait pouvoir bénéficier d'un toit. Et c'est la seule alternative pour régler définitivement la question du loyer. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, Iliman Sall. Les réponses du ministre, en attendant de revenir au public. Les hydrocarbures d'abord, le dirty diesel, hein, le carburant sale, c'est la première question de François Diouf. D'accord, merci beaucoup. Je voudrais remercier M. Diouf pour les questions qu'il me pose. Elles sont de deux types. La première question porte sur la pertinence des prélèvements au moment où nous sommes. La deuxième, elle n'est pas du domaine de la sphère des hydrocarbures, mais plutôt sur la relation sociale, les négociations, comment on va faire pour gérer et apurer le passif social. Alors, sur la première question, et dans les deux cas, votre question engage une réflexion ou en tout cas une réponse au niveau des procédures. Puisqu'aujourd'hui, dès l'instant où il a été constaté, c'est une alerte comme vous le dites, après une première que nous avions connue au niveau du fioul frelaté, dont la Sénélec était victime, ou en tout cas on ne sait pas encore. Ce qui reste vrai, c'est que d'une façon ou d'une autre, que ça soit fait hier ou aujourd'hui, il me semble important de procéder au prélèvement pour pouvoir au moins donner la qualité de l'échantillon prélevé. Parce que c'est vrai que c'est une alerte qui a été donnée par une ONG, mais le ministre en charge du secteur, le ministre Thierno Alassane Sall, immédiatement quand l'information a été donnée à l'opinion, a pris les dispositions, puisqu'il a envoyé ses équipes au niveau de la SAR, qui est pratiquement le grand distributeur de ce diesel, faire les prélèvements et les échantillons. Il a même dit diesel africain. Ça diesel africain. Ça veut dire que... On a un diesel de mauvaise qualité. Bon, nous parlons sous le contrôle... Pas de la même qualité que celui qui est vendu en Europe ou en Amérique. Nous parlons sous le contrôle d'un grand spécialiste du secteur, puisque je pense qu'au niveau des substances qui composent justement le pétrole, il y a des seuils qui sont applicables chez nous, acceptés, qui sont plus élevés. C'est des seuils de 5%, je crois, par rapport à un seuil de 1 ou 2% en Europe. Et je pense que nous sommes engagés dans la même difficulté. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est avoir un mode de consommation qui est respectueux de l'environnement. Je pense que les problématiques climatiques ou d'environnement ne connaissent pas les frontières. Donc, je pense que l'une des questions à régler, c'est d'arriver à des normes qui soient internationales, des normes qui soient de santé publique, mais donc, aussi voilà. De santé de nos véhicules. Bien sûr. Mais en tout cas, ce qui me semble important, les prélèvements me semblent pertinents, puisque c'est un dossier qui doit aboutir. À un moment, il y a eu,
à la suite de ces alertes, certains de nos concitoyens qui, à juste raison, ont voulu ouvrir une séquence judiciaire pour faire le point et situer les responsabilités. Puisque nous avons tous en mémoire ce qui s'est passé dans un pays voisin avec un bateau qui contenait des produits toxiques. Il ne faudrait pas en arriver à ce niveau. L'un dans l'autre, sur ce dossier, tout a été pris en charge au titre des prélèvements par les structures qui ont la responsabilité, en l'occurrence le ministre de l'énergie et le ministre de l'énergie et des énergies renouvelables, pour que les sanctions soient prononcées si tant est qu'une culpabilité est établie et que les dispositions soient prises au titre de la protection, de la prévention, pour arriver à un même niveau de qualité de consommation au niveau de ce diesel. Donc c'est important qu'on ait eu des alertes, mais il faut se féliciter de vivre dans un pays également où des consommateurs sont protégés, d'abord par l'État, puisque c'est le rôle de l'État, ensuite par des associations de consommateurs qui peuvent donner les alertes et poursuivre les dossiers jusqu'au bout. Et qui ont besoin d'être accompagnés par l'État. Oui. Comme sur ce dossier, qui n'est pas un dossier simple. Non, ce n'est pas un dossier simple, et l'État accompagne les Sénégalais. L'État se définit, le président Macky Sall a défini un cadre de relation entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés, entre guillemets. D'abord, un premier rôle d'un État protecteur. L'État protège ses citoyens. Ce n'est pas uniquement devant des séquences judiciaires ou à l'étranger, mais les Sénégalais qui vivent sur le territoire national sont aussi bien et autant protégés dans un dispositif de dialogue, d'échange et de participation à la gestion de la chose publique. Et j'y viendrai par rapport au COS Pétrogaz dont M. Diouf a parlé tout à l'heure. Sur les stations-service, nous avons un problème. Nous sommes en train de promouvoir un secteur national qui cherche de bons emplacements, mais du fait de l'anarchie que nous connaissons par rapport à notre façon d'occuper l'espace, il y a des contentieux entre les populations et ceux qui initient les projets. Mais nous avons un cadre au niveau du cadastre qui qualifie et classe les zones, et je pense que nous avons une procédure éprouvée en matière d'autorisation d'exploitation, puisqu'il y a toute une procédure qui passe par le cadastre, qui passe par les autorisations de l'AGEROUTE, puisque c'est des domaines sur lesquels plusieurs autorités interviennent, avec des niveaux d'autorisation pour pouvoir y accéder. Parfois, il y a des conflits, mais ça c'est normal, qu'il y ait des rapports un peu heurtés entre un projet et les populations. Il fut un temps, on a connu ce type de relation entre des projets et les populations. Nous avons tous le souvenir d'Mban par rapport à ceux qui voulaient avoir de la terre et par rapport à ceux qui possédaient la terre, qui ne voulaient pas que les projets naissent. Mais il faut se féliciter de la capacité que nous avons dans notre pays de pouvoir dénouer par le dialogue, par l'échange, toutes ces questions et, en dernier ressort, régler tous les problèmes par la voie judiciaire, puisque nous avons un système judiciaire également éprouvé. Donc c'est vrai qu'il faut surveiller ça. Puisque et la sanction au besoin, c'est aussi l'autre volet de sa question, une autorité de régulation. Oui, je vais y arriver, je vais y venir. Ouais. Je vais y venir. Ça, l'autorité de régulation, c'est par rapport au secteur pétrolier, qui est devenu un secteur de plus en plus concurrentiel. Et la régulation est née justement quand le mécanisme de la société de concurrence arrive à un certain niveau. Et dans beaucoup de domaines aujourd'hui, le mode de régulation, c'est de mettre en place des autorités. Mais je voudrais dire 2 ou 3 choses importantes sur le processus. Une autorité de régulation pourrait valablement compléter notre dispositif de transparence. Puisque nous avons hérité d'un code, le code pétrolier, je pense qu'on y entrera dans le débat, qui nous a donné un modèle de transparence avec des contrats qui sont des contrats de recherche et de partage de production, au lieu d'avoir des contrats de concession, comme dans d'autres pays, ou des contrats de service. Nous avons fait le choix d'avoir des contrats de recherche et de partage de production. Ensuite, avec l'arrivée du président Macky Sall, il a posé la gouvernance du secteur pétrolier, du secteur des hydrocarbures, comme un secteur où la transparence et la bonne gouvernance doivent être un modèle. C'est ainsi qu'il a engagé notre pays dans l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui est un point important, une avancée significative dans la gouvernance, parce que c'est un cadre de portée mondiale. Ce n'est pas une affaire de Sénégalais entre eux qui font ce qu'ils veulent, mais nous sommes en relation avec d'autres pays du monde qui sont des pays aussi sérieux que nous. Et dans ce cadre de l'ITE,
vous avez la société civile qui est représentée, vous avez les exploitants qui sont représentés, vous avez les experts qui sont représentés, vous avez ceux du secteur pétrolier qui sont représentés à côté de l'État. Et elle fait obligation à chaque partie prenante de diffuser de l'information par rapport à ce qui est tiré comme ressources et par rapport à l'utilisation que nous faisons des recettes. Et ce dispositif est complété aujourd'hui par un cadre stratégique qui s'appelle le COS Pétrogaz, dont l'ambition est d'avoir un cadre d'anticipation et de gestion du secteur pétrolier. Sur lequel nous allons revenir, Monsieur le ministre, puisqu'il y a un sujet justement sur le pétrole qui est prévu. Très bien. Oui. Donc je reviens sur le passif social. La plupart de ces questions sont des questions qui remontent à l'époque d'avant 2000. Et les travailleurs dont les droits étaient reconnus par rapport à des procédures collectives de liquidation ou des mécanismes retenus d'indemnisation, parfois, à la suite d'une décision judiciaire, ne sont pas rentrés dans leurs droits. Et d'autres situations analogues d'entreprises qui sont fermées n'ont pas eu l'avantage d'avoir des procédures collectives de liquidation. Et ce qu'on a constaté, c'est que la plupart d'entre eux n'avaient comme recours que l'arbitrage du président de la République pour trancher cette question. Certaines questions ont été débloquées comme ça. Moi, je pense que ce qui a été fait comme effort important au niveau de la liquidation de Air Afrique après l'arrivée du président Macky Sall n'est pas négligeable, puisqu'il y a eu un liquidateur qui a fait le travail de liquidation, comme on dit, et avec des droits qui n'étaient plus exécutés. L'intervention de l'État a soulagé beaucoup de familles. Il y a d'autres dossiers également, sur lesquels des décisions judiciaires ont été prises, rendues, mais qui n'ont pas été exécutées. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'entreprises publiques. Parfois, il s'agit d'entreprises du secteur privé. Donc, l'État, en réalité, au titre du droit, ne pourrait pas intervenir. Mais il faut se réjouir et se féliciter de la décision prise par le président de la République de mettre un terme à ce passif social, puisque en Conseil des ministres, il y a 15 jours, il a pris la décision de faire procéder à l'apurement du passif pour sortir de ce type de contentieux social et affronter peut-être d'autres types de problèmes du domaine du train. Le dire, c'est une chose, mais il faut s'engager sur des délais aussi. Mais les délais... C'est des dossiers déjà vieux de plusieurs années. Mais les délais, on ne peut pas dire on le fait sous un exercice ou deux exercices. Il nous reste 2 ans, en tout cas pour ce mandat. Mais moi, j'espère en faire 5 autres années de plus. Peut-être, ça les Sénégalais en décideront, mais Inch'Allah. Oui. Non, ce que je voudrais dire, ce qui est important, c'est de constater qu'au niveau le plus élevé de l'État, il y a cette volonté et cette détermination de liquider le passif social. Comment le fera-t-on? On le fera à partir des marges de manœuvre que nous recouvrons et des disponibilités que nous pouvons programmer et planifier. Je pense que c'est ça, la sagesse, et ne pas s'engager pour dire on va le faire dans 10 jours, dans un mois ou dans un an. Mais il y va, puisque l'État fonctionne ainsi. C'est une politique de création de richesses et de ressources et une politique de planification des allocations en fonction des urgences et des priorités qui ont été définies. Mais retenons de façon importante que cette question est une question prioritaire pour le président Macky Sall et pour le gouvernement du Sénégal. Comme le loyer qui est une urgence. Il y avait une décision loyer est une urgence, décision de baisse. Mais bon, dont les effets... mais là, je voudrais vraiment saluer l'engagement de M. Sall et me féliciter encore, comme je l'ai dit, de vivre dans un pays où les consommateurs sont défendus. Je vais peut-être apporter un peu d'eau à votre moulin, puisque moi, les derniers chiffres que j'ai lus par la presse, sur les cas en justice, c'est à peu près 16 000. Donc beaucoup plus que ce que vous avez énuméré en fonction des différentes années. Oui, moi je suis pour votre démarche d'avoir une étude beaucoup plus rationnelle, et ça correspond à la façon de gouverner du président Macky Sall. Quand les questions sont complexes, il préfère laisser la parole aux experts avant de prendre, sur la base de l'expertise qui a été construite et proposée, prendre la décision politique. Et je pense qu'un président de la République qui fonctionne comme ça est bien dans son rôle et à sa place. Et vous avez bien reçu également l'information au sortir d'un Conseil des ministres où le président de la République a donné instruction au Premier ministre de mettre en place une commission d'évaluation. Et voilà une proposition intéressante où on devrait prendre appui sur les gens qui sont spécialistes et forts dans l'analyse des faits sociaux, sociologues, statisticiens, pour avoir une information objective
et avoir un rapport documenté qui nous permettrait maintenant, au sortir des conclusions de leur étude, d'avoir une inflexion sur un meilleur encadrement de cette loi en termes de mise en œuvre, puisque c'est sous la responsabilité du ministère du Commerce qui a mis en place ces différents services pour contrôler. Mais vous le savez mieux que moi, quand il y a des dispositions nouvelles, souvent, il y a des effets d'aubaine. Certains locataires sont dans la difficulté du fait du comportement de certains bailleurs. Et certains locataires sont aussi dans la difficulté du fait de leur propre comportement. Ça, c'est la réalité. Et maintenant, il faut trouver l'équilibre. Mais l'un dans l'autre, il faut comprendre que le président Macky Sall avait pris cette mesure d'urgence au regard du poids considérable du poste loyer dans le budget des ménages sénégalais. Mais la vraie solution, comme vous l'avez indiqué, c'est une solution qui est orientée vers une politique de logements sociaux. Et je pense que sur oui, mais avant cela. Ouais. Mais la solution, c'est aussi de veiller à l'application de la loi. Ah oui, non, mais c'est ce que j'ai dit. Quand il ne faut pas l'évacuer comme ça. Non, je n'ai pas évacué. Ouais. J'ai parlé d'un meilleur encadrement de cette loi et d'une étude plus approfondie, plus documentée, qui appelle à son secours beaucoup de spécialistes pour avoir une information objective qui permet justement d'avoir les inflexions qu'il faut apporter à la loi pour avoir son effet optimum. Mais vous le savez tous, et vous le savez autant que moi, quand vous prenez une mesure nouvelle comme celle-là, mais il faut un certain temps pour qu'elle puisse produire ses pleins effets. Et son plein effet, c'est de pouvoir constater l'effort qui a été fait, une baisse de 29% sur les loyers qui sont de moins de 150 000 francs au mois, une baisse de 14% sur les loyers qui vont jusqu'à 500 000 francs et une baisse de 4% au-delà de 500 000 francs de loyer. Voilà la proposition et la réponse politique apportée à une question qui était urgente et difficile pour les Sénégalais. Maintenant, dans sa mise en œuvre, il y a d'autres difficultés nouvelles que nous affrontons et nous les avons affrontées sur la base d'une documentation aujourd'hui qui est avérée. Difficulté parce qu'il y a plein de contentieux, mais ça enrichit également le contentieux social, enrichit l'intelligence de notre société. Ça veut dire échec non, absolument de pas. la décision prise. Mamadou, si on a du mal à l'appliquer je ne vous savais pas pessimiste. Effective. Je ne vous savais pas pessimiste. Je pose des questions. Non, il n'y a pas d'échec. Puisque vous savez, les lois, quand elles sont prises sur ce terrain-là, elles ont besoin d'être accompagnées, d'être suivies, d'être évaluées. Félicitons-nous d'avoir une politique dont l'esprit, c'est de prendre une décision, de la suivre et ensuite de l'évaluer. Félicitons-nous d'être à l'âge où nos politiques publiques sont évaluées. Et je pense que c'est une très bonne chose, puisque c'est ce qui permet de redresser les choses et d'arriver, à défaut d'optimum, à des situations plus que satisfaisantes. Le logement social, 10-15 millions, Elimane Sall dit que c'est trop élevé pour certaines bourses. Ce qu'il faut souligner d'abord, c'est la volonté du chef de l'État d'avoir 40 000 logements sociaux, avec une amorce dans une zone emblématique de son mandat, qui est la zone de Diamniadio, avec une offre qui a fait beaucoup de bruit au début, au regard de la diversité des intervenants et sur lesquels on pensait qu'effectivement, qu'il n'y avait pas de Sénégalais, il n'y avait pas le privé national. Mais à l'arrivée, nous constatons que les 3 intervenants sont tous des Sénégalais, puisque 2 sont des Sénégalais et le 3e promoteur, développeur comme on les appelle, est une association entre un Sénégalais et des Indiens. Offre de qualité, certainement, puisque c'est visible à l'œil nu. 40 000 logements, ce n'est pas uniquement à Diamniadio, puisque le même programme est valable dans d'autres pôles urbains que sont le Lac Rose, et dans d'autres localités de l'intérieur du pays. Parce que c'est ça, l'avenir. Permettre à chaque Sénégalais d'accéder à un emploi. Ensuite, qu'est-ce que le président de la République a fait? Il a pris l'option, dès le départ, d'avoir une action sur le coût d'acquisition du logement. Première initiative, c'est de donner le foncier pour qu'il n'entre pas en compte dans l'évaluation du coût de revient. Donc c'est une baisse au niveau du prix, puisque nous sommes à une offre de qualité supérieure. Si vous connaissez la taille des appartements qui sont prévus, c'est du 80 mètres carrés pour la plupart du temps. Dans Dakar, à 10 millions, c'est peut-être bon marché. Je considère ça que c'est une offre économique. Ce n'est pas du grand standing, c'est une offre économique. Deuxième élément important, avec l'offre maintenant au niveau du crédit et de la banque,
c'est d'avoir des taux d'intérêt supportables et à la portée des Sénégalais. Donc l'État a fait ce qu'il devait faire, puisque, encore une fois, pour qu'on soit clair, le rôle de l'État n'est pas de construire des maisons et de les vendre. Si vous faites le rapprochement entre les habitations de Djahaï ou de Tawfekh Yakar, ou à partir de superficies un peu voisines, nous sommes à des coûts différents, parce que chez Djahaï, à Djahaï ou à, comment s'appelle, Tawfekh Yakar, le coût d'acquisition tourne autour de 7-8 millions maximum, je crois. Puisque vous le savez, vous êtes un spécialiste de la question du logement. Le logement social est défini en termes de critères par la loi, en termes de superficie et de coût. Et je pense que jusqu'ici, nous sommes en dessous du prix défini pour qualifier un logement de social. Maintenant, vous sollicitez une intervention de l'État, ça c'est une autre approche politique, parce que c'est une volonté politique. Il n'est pas de mon domaine de dire qu'on va avoir une action sur le prix final, mais en tout cas, retenons que le président Macky Sall a fait des efforts importants en matière de baisse des coûts de production et en matière de dispositifs pour pouvoir accéder à un crédit à la portée de toutes les bourses. Forte odeur de pétrole et de gaz au Sénégal, la senteur a envahi le paysage politique, la société civile et les experts. Le débat est devenu un peu plus serein, c'est vrai, mais il ne faiblit pas pour autant. Les contrats sont-ils avantageux pour le pays? Quelles seront les retombées pour la population? L'or noir, bénédiction ou malédiction? Dossier de Souleymane Touré, les images d'Alioune Diagne et Lamine Diagne. L'or noir, un don du ciel au pays de la Teranga. Le Sénégal a un tournant de son histoire. L'avenir semble rose pour ses enfants. Et il en est arrivé à une conclusion qu'on aura à peu près 1150 milliards de francs à la disposition de notre pays. Ça, c'est la moitié de notre budget national. Je pense que ce n'est pas négligeable. Il y a la question de l'emploi des jeunes qui peut être réglée fondamentalement. Que le président de la République avec son gouvernement sont en train de s'y employer pour que ceci quand même puisse être exploité dans les règles, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais que cela profite à toutes les populations sénégalaises. Et nous l'espérons. Nous l'espérons parce que normalement, ça doit permettre d'améliorer les conditions de vie des populations. Si découvrir du pétrole est une chose, en tirer profit en est une autre. Ces ressources naturelles ont causé énormément de tort à des peuples. Vous vous rendez compte, je suis député à l'Assemblée nationale. Depuis qu'on signe des contrats sur nos ressources naturelles, jamais on a pu parler de ces questions-là au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés n'ont jamais été saisis sur quoi que ce soit. Il y a bien entendu des zones d'ombre dans cette affaire parce que d'abord la transparence, on l'a réclamée, mais également qu'on protège les intérêts des populations. Les revendications partisanes politiques sont très sensées et fondées parce que les conditions de signature des contrats d'exploitation ou de recherche, ou en tout cas de partage de production, si c'est le cas ici, méritent d'être clarifiées. Le pétrole, une manne financière. Un pays qui en dispose peut s'attendre à l'essor de son économie, la correction de sa balance commerciale, entre autres. Mais le tout passe par un cadre institutionnel, un environnement propice à l'exploitation. C'est vrai que les choses ont commencé avec le régime de Wade, avec le contrat qui avait été signé. Mais il y a eu un décret d'application qui a été signé par le président Macky Sall. Ce qui a permis d'ailleurs aux différentes sociétés d'entrer en jeu. Donc c'est énormément de milliards qui sont perdus. Et aujourd'hui, Timis détient 30%. Sans pour autant investir un montant qui puisse lui permettre de tenir cette somme. Ils ne maîtrisent même pas ce qu'ils disent, parce qu'ils ne s'entendent même pas sur les chiffres entre eux. Vous avez entendu des soi-disant économistes au niveau de l'opposition dire qu'on a... Mais j'ai défié quiconque de nous montrer le processus qui a été enclenché pour quand même arriver à une perte de 85 ou 600 milliards. Quand on entend même un ancien Premier ministre qui a une capacité de contre-chaîne, qui dit effectivement que lui-même n'était pas... Voilà, ça nous montre comment au cœur de l'État du Sénégal,
on gère des questions aussi importantes, aussi stratégiques, avec autant de légèreté. Quand vous n'avez pas assez de moyens pour attirer les investisseurs, pour leur faciliter l'accès à votre terre, pour leur permettre de venir investir de l'argent chez vous, vous leur donnez un certain nombre de facilités. Et vous le dites souvent, dans la première phase, tout ce qui est exploration, recherche, cession de titres, à ce niveau-là, il n'y a pas d'impôt à payer. Voilà la règle générale. La prise en charge des aspirations légitimes des populations par un partage juste et équitable, la transformation socio-économique du pays par l'or noir, un facteur de stabilité sociale. Monsieur le ministre, un commentaire du document que nous venons de voir. Mes premiers commentaires, c'est rappeler aux Sénégalais que le Sénégal n'est pas encore un pays pétrolier. Nous avons un énorme potentiel, mais nous ne sommes pas encore un pays pétrolier. Deuxième commentaire, je pense que votre montage le montre assez bien. Nous sommes partis de la sérénité, le calme dans les premières interventions, ensuite tout d'un coup, une excitation. Ouais. Ce qui nous donne la situation que nous connaissons aujourd'hui, qui n'est pas forcément la situation idéale, où après la découverte, immédiatement, nous sommes entrés dans une séquence de politisation outrancière de la question du pétrole et de judiciarisation outrancière. Alors que l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, il est autour, justement, des premières interventions. Que va nous apporter le pétrole? Deuxième question, comment faire pour en tirer le profit maximum? Et de ce point de vue-là, je pense que la parole donnée par le président de la République à l'occasion de la présentation de la première goutte de pétrole est assez édifiante, puisque le président de la République a dit la chose suivante. Consolidation de la gouvernance du secteur des hydrocarbures, prendre toutes les dispositions pour que ça bénéficie aux populations sénégalaises et s'appuyer sur ce pétrole pour gagner encore quelques années dans notre rendez-vous pour le Sénégal émergent. Donc deux préoccupations fondamentales. Un bon levier pour notre développement économique. Deuxième chose, comment faire pour que la prospérité soit une prospérité partagée en prenant toutes les dispositions pour éviter les erreurs et surtout les leçons apprises dans d'autres pays où effectivement, parce qu'on a eu le pétrole, on n'a pas développé d'autres secteurs. On est exposé à la volatilité justement du pétrole. Donc il faut faire très attention à ça. Mais le débat, à mon avis, n'est pas bien encore organisé, puisqu'on ne fait même pas attention dans notre débat. Vous avez la responsabilité de l'organiser. Mais on l'a organisé puisque le débat a été enclenché d'abord à partir d'une suspicion légitime. Nous voulons savoir. Le gouvernement a donné les réponses. De la suspicion légitime, on est passé aux accusations. C'est ce qui a ouvert les séquences judiciaires d'ailleurs. Mais au regard de la question légitime posée par les citoyens sénégalais, l'État du Sénégal a apporté les réponses tant du point de vue des séquences fiscales, de la normalité légale. Trois questions ont été posées pour ceux qui ont été utiles dans le débat. La première, elle porte, est-ce que dans le cadre des contrats, tout a été fait dans les règles de l'art? Première question. Élément de réponse, prescriptions contenues dans le code pétrolier ont été respectées. Deuxième question, c'est sur la fiscalité. Ceux qui posent les questions ne s'entendent pas. Les uns parlent de 60 milliards, d'autres de 90 milliards, et enfin on arrive à 600 milliards de perte de recettes fiscales pour le Sénégal. Ceux qui ont posé la question et qui ont annoncé ces chiffres n'ont pas donné l'assiette à partir de laquelle on a tiré ça. Troisième question qui a été posée dans le débat, qui est utile, c'est pourquoi l'État du Sénégal n'a pas exercé un droit de préemption. Pour ce que j'ai suivi dans le débat, dans sa partie utile, c'est-à-dire dans sa partie où le Sénégalais pose une question pour savoir et où il a un souci de bonne gouvernance et de transparence. Les réponses ont été données. D'abord, sur le plan fiscal, ce qui a été donné comme réponse, ce sont les dispositions de l'article 48 qui dit de façon claire que c'est sur la base d'une exonération que les opérations liées à la recherche et le développement ne sont pas soumises à la fiscalité. Deuxième élément important. Qu'est-ce que vendre des actions
Non, j'y arrive, Mahmoudou. Oui, non. Deuxième élément. C'est important quand même. Non, il faut dans une discussion aussi qu'on puisse rebondir. Oui. Mais il faut me laisser juste placer les éléments pour que ceux qui nous suivent comprennent. Donc oui, c'est la loi qui le dit. Période d'exploitation et de recherche. Votre question induit, est-ce que des transactions font partie du cadre de la recherche? Réponse apportée par l'ITIE, problème d'interprétation et de compréhension des lois. Mais élément essentiel. Réponse facile. Non, pas facile, j'y reviendrai. Élément essentiel dans le discours, c'est que les conditions de stabilité des contrats qui sont signés justifient justement que même en cas de changement de législation, on garde l'avantage de la période de référence qui est la période à laquelle on a signé les contrats. C'est ce que dit le texte et que confirme l'article 722 du Code général des impôts, nouvelle version. Donc voilà la réponse que le gouvernement a donnée. Et en l'espèce, il ne s'est pas agi du point de vue du gouvernement de transfert de créances ou de droits, mais il s'est agi de transfert d'obligations, puisque la seule relation d'argent entre l'État du Sénégal et celui qui est bénéficiaire de la licence, c'est des engagements de travaux d'un certain montant et qui, s'ils ne sont pas exécutés sur la période, deviennent des amendes que doit verser la personne défaillante. Donc c'est comme ça que le Sénégal peut tirer de l'argent à partir de cette phase. Autrement, toutes les autres questions qui ne sont pas en relation avec l'exploitation sont soumises à la fiscalité. Très bien. Voilà. Abdourahmane Sissoko, des pétroliers, mais aussi Makembe Sarr, Binta Diallo. Nous avons entendu la mise en place de ce comité, en fait, mais sans l'implication des travailleurs du secteur du pétrole. Alors qu'en 1998, au moment de la mise en place de la loi 98-31 qui faisait cas de la libéralisation du secteur, nous avions eu directement à travailler avec même le cabinet Liber and Like Brand. Nous avons tout le processus travaillé avec les autorités pour la mise en place de ce cadre qui a aujourd'hui conduit au code pétrolier dont vous avez parlé, monsieur le ministre. Mais aujourd'hui, nous sommes totalement inconnus de ce qui se passe aujourd'hui face à un débat aussi alléchant aujourd'hui qui parle de découverte du pétrole. Bon, pour ne pas trop tirer sur mon intervention, je dis, cette découverte-là, bon, en fait, la SAR, on parle de modernisation. On a ouvert le capital à des Saoudiens depuis 2010. Alors qu'aujourd'hui, ces Saoudiens n'ont pas fait le plus petit investissement dans la SAR. Alors qu'il faut moderniser, parce que l'horizon 2020, sera l'exploitation du pétrole trouvé au Sénégal. Et si cette raffinerie, avec une capacité aujourd'hui de 1,2 million, n'arrive pas à opérer les investissements nécessaires, je me dis à quoi servirait ce pétrole qui peut-être ne sera pas traité au Sénégal, mais peut-être ailleurs. Donc moi, je vous interpelle sur ça, monsieur le ministre. Très bien. Merci beaucoup. Alors, oui, le micro se déplace. Monsieur le ministre, vous avez évoqué le rapport de l'ITIE. Bon, l'ITIE a publié 2 rapports. Mais on s'est rendu compte que la plupart du temps, il y a toujours des sociétés qui sont récalcitrantes, qui refusent de fournir des informations. Qu'est-ce que fait le gouvernement pour contraindre ces sociétés-là à donner les informations à l'ITIE, pour avoir des données fiables? Bon, concernant également toujours l'ITIE, quand le Sénégal était pays candidat, on nous avait dit que les contrats pétroliers, miniers, et tous les contrats du secteur extractif, tous les contrats seront publiés. Jusqu'à présent, on ne voit pas de contrat qui est publié, on ne voit pas également les actionnaires des sociétés détentrices de permis. Donc je pense que l'ITIE devrait aider les Sénégalais pour apaiser cette polémique-là, de donner toutes les informations relatives aux concessions, aux permis et les différentes personnes ou bien les différentes structures qui sont actionnaires au niveau de ces sociétés-là. Merci Mamadou. Mes salutations à monsieur le ministre. Merci. En fait, vous avez dit tantôt que cette affaire du pétrole a été politisée à outrance. Est-ce que la responsabilité de cette politisation de cette affaire-là n'incombe pas au chef de l'État lui-même, signataire de ce décret? Est-ce qu'au vu de tout ce qui s'est passé dans cette affaire-là, il y a eu la radiation de Sonko, il y a eu la marche de l'opposition, il y a eu plein de choses qui se sont passées, la démission de Timis, l'affaire Franck Timis, Aliou Sall et tout ça. Est-ce que le président de la République ne devait pas sortir pour faire face aux Sénégalais qui sont dans le flou total dans cette affaire-là, pour parler aux Sénégalais de ce qui s'est passé réellement dans cette affaire? Parce qu'aussi, il y a aussi que les investisseurs ont besoin d'un pays politiquement stable
pour pouvoir venir investir. On a vu aujourd'hui dans la presse, dans le rapport du Business, que le Sénégal a perdu des places. Est-ce que le président de la République a gagné, oui, heureusement alors. Alors, heureusement, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que le président ne devait pas nous parler aux Sénégalais de façon franche et sincère? Je vais peut-être choisir la question la plus confortable, puisqu'elle a des atours très politiques. C'est celle de votre collaboratrice, Mme Binta Diallo, que je salue. Non, il ne s'agit pas de la responsabilité du chef de l'État, il s'agit de la responsabilité de nos amis de l'opposition. Vous l'aurez constaté avec moi-même que mes amis de l'opposition sont dans une séquence un peu difficile, où ils cherchent un peu leur voie entre le fantasme et les spéculations. Est-ce qu'il faut minimiser, pour compléter Binta Diallo, les déclarations du premier ministre de l'actuel président de la République, M. Abdoul Mbaye, qui parle de décrets corrompus par de fausses informations? Non, il ne faut pas minimiser cette déclaration, mais je pense que les réponses lui ont été données par ceux qui ont la chance d'être de bons experts de la matière administrative. Moi, j'ai travaillé avec le Premier ministre Abdoul Mbaye, que je salue très respectueusement et bien amicalement. Comme secrétaire général du gouvernement. Donc, pendant tout son séjour à la primature, j'étais le secrétaire général du gouvernement. Et voilà, nous avons des procédures quand on doit élaborer des décrets. Puisque les décrets passent en commission technique, il y a un système de contrôle. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. La question se situe au niveau où, quand vous engagez votre signature en tant que Premier ministre, vous assumez une totale responsabilité. Et cette responsabilité, elle est encore plus évidente, puisque quand l'Assemblée nationale, comme le dit tout à l'heure Thierno Bokoum, veut savoir comment se passent les choses, ce n'est pas le président de la République qui se présente, c'est le Premier ministre qui en répond. Un décret est signé par deux personnes. Un décret est signé par deux personnes pour qu'il soit, pour qu'il soit parfait. Oui. Il faut qu'il soit signé. Oui. D'abord, il faut que le rapport de présentation soit signé par le ministre qui l'introduit. Que le président de la République le signe, que le Premier ministre le contresigne, que le secrétaire général du gouvernement le numérote, l'enregistre et assure la publication. Voilà le circuit d'un décret. Là où c'est intéressant, c'est quand le Premier ministre qui a consigné dit que ce décret ou ces décrets sont corrompus par de fausses informations. Il faut lui apporter une réponse. Mais vous savez, moi, je ne suis pas un spécialiste du faux et encore moins, je ne suis pas convoqué devant la justice pour répondre d'une question de faux ou d'usage de faux. Ce que je dis sur cette question, il y a des hommes qui, chaque jour, nous étonnent, ils ne sont plus eux-mêmes. C'est ça que je considère. Parce qu'ils démentent les procédés ou l'opinion que nous avons d'eux-mêmes, c'est parce que tout simplement, ils ne sont pas eux-mêmes. Et sur cette question-là, s'il y a du faux avec des preuves avérées, je pense que nous avons des procédures dans notre pays pour les régler. Mais j'en reviens justement à cette stratégie de l'opposition qui est entre le fantasme et l'accusation. Voilà. Et ça ne commence pas uniquement avec le pétrole. Rappelez-vous, lors du référendum, c'est cette même opposition, en tout cas une partie des éléments qui la composent, qui avait fait comprendre et croire à l'opinion nationale qu'au titre des droits nouveaux, on voulait ouvrir la porte à la légalisation de l'homosexualité. Ce sont ces mêmes personnes qui l'ont dit, faisant le tour du pays, étant entendus par tout le monde, qui ont dit ça. Et si aujourd'hui, ils sont dans le schéma de porter des accusations, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il était important de distinguer ce qui est du domaine de la question légitime et de la suspicion légitime et de ce qui est du domaine de l'accusation sans preuve. Il faut poser les preuves sur la table. C'est ça un débat responsable. Et l'opposition aujourd'hui veut prospérer dans une stratégie qui est construite autour de la désinformation, oubliant que entre leur fantasme et la désinformation, il y a les urgences des Sénégalais. Urgences auxquelles le président Macky Sall est en train d'apporter des réponses. Pourquoi le chef de l'État ne s'adresse pas aux Sénégalais, comme l'a demandé Binta Diallo? Mais le chef de l'État dira les choses le moment venu. Il le fera?
il le fera, Inch'Allah, puisqu'il a l'habitude de parler aux Sénégalais quand les enjeux l'exigent. On ne va pas conduire. Oui. On ne va pas conduire. Je n'ose pas reprendre la formule de mon ami El Hadj Hamidou Kazé, qui dit « Le président de la République ne mènera pas sa voix à ce concert de mauvaise foi ». Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est de se donner les moyens justement de faire en sorte que ce potentiel pétrolier soit profitable au peuple sénégalais. Ce qui est important, c'est de poser des actes qui renforcent la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur pétrolier. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les Sénégalais accèdent à l'eau potable, ce qu'on est en train de faire à travers le PUDC, avec les forages, avec l'électrification des villages, avec le renforcement des capacités des femmes pour développer une économie rurale. Ces questions elles sont importantes. Et aucun d'entre nous ne dénie à tous ces intervenants, nos amis de l'opposition, d'assurer le rôle de vigilance citoyenne. On s'en félicite et on s'en réjouit. Mais encore faudrait-il... Vraiment, on ne comprend plus. Tantôt vous... Non, mais attendez, Mamoudou. Vous attaquez l'opposition. On n'attaque pas l'opposition. Moi, je me réjouis d'avoir dans mon pays des gens honnêtes, éthiques, préoccupés d'avoir la bonne information. Mais je ne suis pas content d'avoir face à moi des gens qui veulent déstabiliser le pays et qui donnent de la mauvaise information. Baye Mekebe et Abdourahmane Sissoko. Alors, oui, Baye Mekebe, merci beaucoup pour votre question qui pose deux problématiques. D'abord, l'asymétrie de l'information et ensuite, l'incomplétude des informations. Parce que par rapport au rapport ITIE, il manque des catégories qu'il faudrait renseigner, notamment sur la composition de l'actionnariat et autres. Je pense que les prochains chantiers à conquérir par l'initiative de transparence dans les industries extractives, pour nous, c'est d'arriver à ce niveau, d'avoir la totalité de l'information, savoir quel est le tour de table financier, savoir quelle est la composition de l'actionnariat et avoir des éléments d'information sur les contrats. Et je voudrais dire au passage, quand le gouvernement a pris la décision de publier les contrats, ceux qui sont de vrais militants de la gouvernance et de la transparence ont salué l'acte. Mais ceux qui parlaient de la publication des contrats n'ont pas analysé les contrats et n'ont pas répondu. C'est ça le constat que nous pouvons faire. Maintenant, pour l'ITIE, je pense que vous le savez mieux que moi, le Sénégal est encore candidat à l'initiative, puisque la procédure d'adhésion, elle est un peu compliquée. Nous sommes à notre deuxième rapport, mais nous assumons des responsabilités importantes et nous sommes cités en exemple dans le cadre de l'ITIE. Ça, il faut le rappeler. Nous sommes cités en exemple. Je suis d'accord avec vous, il faut qu'on ait davantage d'informations sur l'actionnariat, sur le tour de table et sur les contrats. Donc ça, on va y arriver. Maintenant, il y a des contrats dans lesquels il y a une clause de confidentialité. C'est pour les autres contrats miniers. Et le ministre des Mines, M. Aly Ngouille Ndiaye, a pris l'initiative de s'adresser aux co-contractants de l'État pour enlever cette clause de confidentialité afin de pouvoir publier l'exhaustivité des informations pour justement renforcer nos positions dans le cadre de l'ITIE. Donc ça, ce sont des domaines à conquérir. Et je le disais tout à l'heure, et c'est encore valable, nous ne sommes pas encore un pays pétrolier et nous sommes en train de prendre notre place dans la gouvernance mondiale du secteur. Abdourahmane Sissoko. Oui, l'absence des travailleurs du secteur dans le COS-Petrogaz, on peut le constater avec vous. Mais dans le texte, le décret lui-même, il indique que le président de la République qui préside ce comité, justement, peut y inviter toute personne pour ses expertises, sa compétence. Je pense que vous êtes un bon syndicaliste, battez-vous pour prendre votre place. Oui, la logique voudrait quand même que le secteur pétrolier, en tout cas les travailleurs... Oui, les travailleurs, la société civile peut y être invitée, mais il s'agit de richesses nationales. Et les institutions de la République y sont. Et qui sont constitutionnalisées maintenant. Oui. C'est dans la Constitution. Et justement, je pense que beaucoup d'entre nous qui en ont parlé ont oublié cette évolution extraordinaire dans notre Constitution, où les Sénégalais sont aujourd'hui titulaires de droits imprescriptibles sur les ressources nationales. Ça également, ça contribue à la transparence et la bonne gouvernance. Je pense qu'effectivement, c'est une question qu'il faudra étudier. Le président de la République le suit avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, revenons sur la SAR, avec ses capacités qui sont stabilisées autour d'1,2 million. Vous le savez mieux que moi, à un certain moment... Là où l'objectif est de 3 millions, c'est bon à préciser. Oui, oui, tout à fait. Oui.
à un moment, la question qui se posait dans votre secteur, c'était que devrait-on faire de la SAR? Et aujourd'hui, la réponse est toute trouvée. Que devrait-on faire de la SAR? C'est la renforcer, la moderniser, augmenter ses capacités au regard de notre potentiel. Et hier, si vous avez eu connaissance du communiqué du Conseil des ministres, justement, le président de la République a indiqué au Premier ministre de prendre toutes les dispositions pour continuer les réformes du secteur de l'électricité et du secteur des hydrocarbures. Puisqu'il faut se mettre dans le cadre d'une gouvernance modernisée, avec des capacités de raffinage qui sont encore renforcées. J'entends certains d'entre vous évoquer l'opportunité d'une deuxième raffinerie. Je ne suis pas un spécialiste du pétrole. Dans le pétrole, je ne fais qu'acheter de l'essence. Ou quand il y a des délestages, allumer une lampe tempête. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas allumé de lampe tempête puisqu'il n'y a plus de délestage. Oui, ce sont des questions stratégiques importantes et je pense que ce sont des questions qui sont traitées de façon politique et de façon pertinente dans le cadre du comité, dans le cadre du COSGAZ, Petrogaz, puisque son objet, justement, c'est d'avoir des décisions de portée stratégique qui nous permettent de régler tous ces objectifs de bénéfice aux populations, de transparence, de structuration du secteur et de contribution à la formation du PIB de notre pays, donc à l'augmentation de la richesse. Oui, c'est dans ce contexte dans lequel nous attendons le pétrole et le gaz que le gouvernement a investi dans le solaire, avec la première centrale solaire, première en tout cas dans sa dimension en Afrique de l'Ouest. Le chef de l'État a émis l'idée d'une baisse du prix de l'électricité. Est-ce que vraiment cela se fera là en 2017? Mamoudou, faites-moi plaisir, annoncez la deuxième centrale qui va être inaugurée la semaine prochaine à Malicounda. Très bien, vous l'avez dit. Voilà. Oui, mais elle se fera la semaine prochaine avec les mêmes capacités, 20 mégawatts, comme la centrale de Bokhol. Vous l'avez dit et vous avez parfaitement raison. Depuis la COP21, il y avait des engagements qui étaient souscrits par certains pays africains. Et le Sénégal est aujourd'hui parmi les leaders qui ont promu l'énergie propre. Puisque déjà, nous sommes, la semaine prochaine, nous serons à plus de 40 mégawatts en énergie propre. Le prix de l'électricité, puisque le prix de production baisse. Oui, c'était ça la perspective annoncée. Et le président de la République l'a reconfirmé hier, à l'issue du Conseil des ministres. Il a donné instruction au Premier ministre et au ministre en charge du secteur de l'électricité de travailler sur les modalités d'une baisse des prix de l'électricité à compter de janvier 2017. Très bien. On prend un rendez-vous. On retourne au public. Il y a des étudiants du CECI quand même qui sont là. Oui, il y en a un qui lève la main derrière. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. C'est Pape Ibrahim Ndiaye, étudiant au CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Alors, même si le Sénégal n'est pas encore un pays pétrolier, permettez-moi d'insister en vous posant la question suivante. Est-ce que le gouvernement du Sénégal a une politique prospective du secteur pétrolier pour permettre les jeunes Sénégalais, notamment les étudiants, d'être formés davantage dans ce secteur précis? Je vous remercie. Oui, très bonne question. Puisque vous êtes dans le présent, mais vous n'en faites pas moins pour autant partie des générations futures. La préoccupation du Sénégal par rapport à ce secteur, c'est justement de préserver les droits des générations futures également. Au titre de la formation, c'est à l'occasion du Conseil des ministres que j'évoquais tout à l'heure, où on a présenté au président de la République la première goutte de pétrole, que des orientations ont été données à tout le gouvernement, à travers le Premier ministre, pour que les dispositions soient prises pour que des jeunes Sénégalais soient formés dans tous les métiers du pétrole, pour que des avocats sénégalais soient appuyés, aidés, pour pouvoir avoir les capacités de traiter dans des dossiers du pétrole, puisque vous le savez, ce sont des dossiers complexes, ce sont des dossiers à haute intensité capitalistique. Et je pense que très rapidement, le ministre de l'Enseignement supérieur, dans une jonction avec le ministre en charge des mines, en charge de l'énergie et du pétrole, M. Sall, Thierno Alassane, ont pris déjà des dispositions pour nouer des partenariats avec des écoles, des universités
Pour ce que j'en sais, il y a des contacts qui sont établis avec des universités d'Écosse et d'Angleterre. Et au mois de juillet, le ministre de l'Énergie a conduit une délégation dans laquelle j'étais. Nous sommes allés à Londres, on a été au Royal College de Londres pour prendre des informations sur l'offre éducative en matière de pétrole. Et des accords sont en train d'être tissés entre l'État du Sénégal, des universités et des écoles via des bourses, quels que soient les niveaux, jusqu'au 3e cycle, pour renforcer l'expertise et les compétences des jeunes Sénégalais. Puisque c'est ça qui va garantir justement le profit aux populations quand dans la filière, les Sénégalais seront à tous les niveaux. C'est ça. Et du point de vue de la politique menée par le chef de l'État, c'est une question centrale. Oui, le gouvernement a pris les dispositions pour que les Sénégalais deviennent de plus en plus compétents, pour que les Sénégalais acquièrent de plus en plus de compétences en matière pétrolière ou en matière d'hydrocarbures. Le gouvernement, justement, communique-t-il bien ou mal? Il y a quelque temps, le président Macky Sall reconnaissait lui-même des insuffisances. À qui ou à quoi la faute? En attendant les explications du porte-parole, l'avis de deux experts, un sociologue et un spécialiste de la communication. La note qu'il donne prend la forme d'un verre à moitié vide ou à moitié plein. Le dossier est signé Al-Hassan Ba, Léa Niafouna pour les images. Des failles, des manquements, nombreux sont les spécialistes qui décrivent la façon de faire, comment est gérée la communication du gouvernement du président Sall. Le professeur sociologue donne l'essentiel de ce qui doit être la communication gouvernementale. Il s'agit de communiquer autour de la vision, du programme, des objectifs, des réalisations du gouvernement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en démocratie, le gouvernement est élu au terme d'un suffrage universel. Et le gouvernement établit comme une sorte de contrat entre lui et le peuple. Ce contrat s'articule autour d'un programme, s'articule autour d'une vision. Et au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, le gouvernement est tenu de communiquer, c'est-à-dire de dire au peuple, voilà où j'en suis. Reconnaît Djibi Diakhaté, des avancées ont été faites autour des programmes phares, mais des efforts restent encore à faire. Il me semble qu'il y a des avancées qui sont faites. Par contre, il y a nécessité de travailler dans le sens de faire en sorte qu'il y ait un feedback suffisant de la part du peuple. Donc que le peuple s'approprie tous ces programmes-là, que le peuple, en dehors de toute considération militante, se dise que c'est mon affaire, c'est une affaire citoyenne, j'ai le devoir de m'engager, et pour m'engager, il faut que je comprenne et il faut que ma parole compte. À ce niveau-là, il me semble qu'il doit y avoir une approche qui ne soit pas seulement une approche informationnelle, mais une approche beaucoup plus profonde, sociologique, politique, économique, culturelle, qui tienne compte des pulsions qui animent le peuple et qui essaie évidemment de prendre en considération ces différents éléments dans l'exécution des politiques publiques qui intéressent les populations en tant que telles. Je pense que le gouvernement doit faire des efforts pour prendre les Sénégalais comme de vrais citoyens et éviter l'empiètement de la dimension folklorique, politique, sur la pertinence et la fiabilité des informations à donner, et surtout par rapport aux attentes et aux besoins d'information des Sénégalais sur ces aspects-là. Je donne des exemples concrets sur le dossier Karim Wade, par exemple. Depuis 2012, nous savons qu'il a été trop chargé par le gouvernement du Sénégal, qu'il a accusé de vol. De façon arbitraire ou non, aujourd'hui, les Sénégalais ne savent pas. Redimensionner le personnel autour du président, une nécessité alors? Redimensionner ne signifie pas qu'il faut changer. Je trouve qu'il y a d'excellents éléments spécialistes de la communication autour de cette affaire, mais qu'il va falloir étoffer ce personnel-là avec des gens qui ont le profil qui leur permettent de détecter les préoccupations des populations, de mettre en place un dispositif, un format permettant aux populations de s'exprimer, que cette expression puisse être traçable et qu'elle soit prise en compte dans l'exécution, mais surtout dans l'évaluation des réalisations qui sont faites par le gouvernement. Encore une fois, lorsque le gouvernement fait des réalisations, ce n'est pas pour lui, c'est pour le peuple. Étant entendu, bien entendu, que le gouvernement est dans le peuple. La communication de l'armée est meilleure que la communication du gouvernement, parce que l'armée, au moins, c'est doté
d'un département de relations publiques, donc, ou d'une direction de relations publiques, la DIRPA. Mais les ministères existent, évidemment, la fonction communication, ce n'est pas fondamentalement des journalistes qui pourront l'assurer efficacement et correctement. Et d'ailleurs, ce sont des journalistes qui sont transformés en sorte de troubadours ou faiseurs de gloire de la politique du président ou encore... Et ce n'est pas ça la communication en réalité du gouvernement. On doit avoir un pouvoir déconcentré qui revient sur la synergie au niveau des différents ministères et qu'au niveau du gouvernement, le porte-parole du gouvernement doit comprendre qu'il a plus à mener des activités d'information et de sensibilisation en direction des populations qui soient des actions et des informations moins politiques que technocratiques et administratives. Nous ne sommes pas très forts en communication et en propagande. Nous allons améliorer le mouvement, avait reconnu le président Macky Sall. Améliorer le mouvement, bien sûr, mais pour nos spécialistes, le gouvernement doit redoubler d'efforts. Je vais donner la parole aux étudiants avant le ministre. Alors, oui, il y a quelqu'un qui lève la main. Jamais on a eu autant de journalistes au kilomètre carré dans un gouvernement. Est-ce que le gouvernement communique bien ou mal? Oui, vous avez le micro. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Mamadou. Oui, et spécialiste de la communication. Papa Sow, c'est vous? Non, c'est Idriss Abba de l'ASCOSEN. Ah d'accord, oui. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Mamadou. Je m'en réjouis à monsieur le président Eliman Sall sur le loyer. Donc, j'avais une seule question à poser. Quand est-ce qu'on aura une structure dédiée à assurer le suivi et le traitement des litiges sur le loyer et de l'immobilier? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Ba. Oui, étudiant du CECI, comment trouvez-vous la communication gouvernementale? Bonjour, je suis Lando Didier du CESTI, béninois de nationalité. Et ayant fait l'expérience de la Teranga sénégalaise, je me réclame désormais sénégalais d'adoption. Oui. Alors, parlant de la communication gouvernementale, moi je pense que, autant que faire se peut, le gouvernement communique. Mais le fait est que le peuple a été habitué, à la limite, à de la propagande. Et il nous faut faire la différence entre la propagande et la communication. Il faut que le peuple soit informé à temps réel de ce qui se passe, de ce qu'il a besoin de savoir. Mais, étudiant journaliste que je suis, s'il y a une chose à déplorer, c'est que, au-delà de l'information, il y a une certaine polémique, à la limite inutile, qui s'entretient. Et à la place de l'information, on embrouille plus le peuple, plus qu'on ne l'informe. Parce qu'il y a plusieurs sons de cloche. Et parfois, l'éclaircissement que doit apporter le gouvernement aussi est un peu empreint de politique. C'est-à-dire le gouvernement a beaucoup plus le souci de soigner l'image du président, de soigner un peu, je sais pas, de parler beaucoup plus des réalisations que de répondre, quand même, de dire au peuple de façon concrète ce qu'elle a besoin, le peuple, ce qu'il a besoin de savoir. Alors, si vous me le permettez, oui, je voulais revenir un temps soit peu sur le problème de loyer. Oui. En tant qu'étranger, l'expérience personnelle que j'ai vécue, la chambre que nous avons intégrée, celui qui l'habitait payait 31 000. Mais quand il est sorti, nous, on a remonté le loyer à 50 000 sur négociation. Celui qui est juste au-dessus de nous dans la même chambre, il paye 65 000. Alors, je me dis, s'il y a une loi qui a été votée pour quand même la diminution des loyers, quelles sont les mesures prises quand même pour la suivi de cette loi? La semaine passée, il y a eu une rencontre du comité chargé de ce suivi-là, et j'ai cru comprendre dans mes informations dans la presse que le ministre a parlé aussi de la réduction de la caution pour les étudiants qui doivent payer 1 mois au lieu de 3. Alors, par rapport à cela, j'aimerais bien que le ministre nous apporte un peu d'éclaircissement. Je vous remercie. Un cas concret. Merci. Makebe, tu voulais intervenir sur la communication gouvernementale? Oui, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un donneur d'ordre, quelqu'un qui donne des commandes pour la communication gouvernementale? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que chacun sort, il fait un commentaire ou bien il fait une déclaration, mais tout n'est pas harmonisé, structuré, il y a une charpente, quoi.
Bon, sur cette question-là, j'aurais souhaité également demander à Monsieur le ministre, en 2013, si mes souvenirs sont bons, il y avait un séminaire qui a été organisé sur la communication gouvernementale. D'ailleurs, je pense à l'époque que tous les conseillers des ministères ont été conviés à cette rencontre-là pour essayer d'élaborer un projet de stratégie de communication gouvernementale. Est-ce que ce projet-là, vous l'avez abandonné? Non. Si vous avez dit non, où est-ce que vous en êtes donc? Très bien. Monsieur le ministre. Beaucoup de questions. Oui. La communication, au Sénégal, c'est comme le football. Ça passionne tout le monde. Nous sommes tous spécialistes de la communication, puisque c'est la chose que nous faisons le plus naturellement. Mais moi, je vais essayer d'aborder la question de façon très très simple. Très très simple. En disant d'abord ceci. La communication gouvernementale est un domaine où interviennent plusieurs acteurs. Et en général, dans notre appréciation de la communication gouvernementale, on confond beaucoup de choses. On ne segmente pas ce qui est du domaine de l'institutionnel et ce qui est du domaine du politique. Et moi, ayant les deux responsabilités, de la communication institutionnelle du gouvernement et de la communication politique du parti, j'ai essayé de trouver ma voie et d'avoir une action de recentrage, d'équilibre et de construction de la cohérence du discours de votre faute. Dans les deux espaces. Vous avez deux casquettes. J'ai deux casquettes et fort heureusement, ça a été une bonne intuition de la part du président de la République d'avoir une architecture inédite, d'avoir un porte-parole du gouvernement qui est full-time là-dessus, à temps complet, et qui est ancré à la primature du fait de la transversalité de cette responsabilité de porter la parole du gouvernement. Donc, mission première, harmonisation, mise en cohérence, recentrage. Et la casquette de porte-parole j'essaie de le faire. Du parti. J'essaie d'être moins présent sur la communication de la paire, puisque je suis appuyé en cela par un porte-parole adjoint qui, la plupart du temps, sort pour me permettre d'avoir de plus en plus une posture institutionnelle. Donc ça, on a une parole crédible. Oui, mais mon porte-parole, il est crédible. Non, c'est-à-dire, moi, je n'ai pas ce problème-là. Ouais. En tout cas, l'opinion sénégalaise ne me dénie pas cette qualité d'être quelqu'un qui parle au nom et pour le compte du président Macky Sall, puisque c'est ça notre histoire. Depuis la création du parti, je le fais. Donc, en termes de légitimité, j'ai la légitimité de l'instance émettrice. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus, à moins que vous voulez m'en créer. Je pense que les Sénégalais ne m'ont pas boudé parce que je suis dans le gouvernement. Non, ils acceptent que je parle au nom du parti et ils acceptent que je le fasse au nom du gouvernement. C'est un problème réglé. Maintenant, sur la posture, je crois que c'est une première mission. Et tenir compte, quand les gens parlent de communication gouvernementale, de quoi parle-t-on? Il y a d'abord le communiqué du Conseil des ministres, qui est la première instance de communication du gouvernement. Combien sommes-nous à lire attentivement ou à écouter le Conseil des ministres, son communiqué? Comment le traite-t-on dans la presse? Ce sont des questions importantes. Oui, mais on est toujours à l'ère de la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Question qu'il nous faut. Ça n'a aucun sens. Non, on a des médias de service public. Oui, mais et il faut donner, l'information. Et je pense que le Sénégal fait partie des rares pays qui tiennent toutes les semaines un conseil des ministres à l'issue duquel il y a une communication sur les décisions qui ont été prises, sur les questions des politiques publiques. Il faut s'en féliciter. Deuxième moment de communication du gouvernement, c'est à l'occasion de réunions interministérielles où, sur une question qui concerne les Sénégalais, qui est l'espace, une question de politique publique, le Premier ministre, avec les ministres maîtres d'œuvre et les ministres qui sont concernés, tiennent une réunion avec les différentes parties prenantes. À l'issue de ces réunions, des décisions sont prises au titre des politiques publiques qui ont été définies par le chef de l'État. Ces réunions sont toujours sanctionnées par un communiqué. Et la plupart du temps, moi en tant que porte-parole, je fais un point avec la presse pour donner les éléments. Dans une double perspective, comme l'a dit notre ami, notre jeune camarade du Bénin, de donner d'abord de l'information, puisque souvent on parle de communication négligeant la notion d'information. Donc je donne de l'information et j'essaie de donner deux directions.
autour de la notion de sens. C'est ça, comme ça que je construis la cohérence. Quelle est la signification des décisions que le gouvernement vient de prendre par rapport aux préoccupations des Sénégalais? Ou quelle est la direction que le président de la République ou le gouvernement a prise par rapport à cette décision? Pour que les Sénégalais comprennent que quand effectivement on met 85 milliards de nos francs entre 2012 et aujourd'hui au titre de la mécanisation, pour que les Sénégalais comprennent que dans le domaine de l'agriculture, il y a une volonté forte du président de la République d'augmenter la production nationale, d'augmenter la productivité, parce qu'il a choisi l'agriculture comme un des leviers du plan Sénégal émergent. Et de leur dire clairement si l'objectif d'une autosuffisance en riz en 2017 sera atteint. Si vous voulez répondre, je fais un point là-dessus et puis je continue sur la COP. Oui, par exemple. Oui, vous avez donné l'exemple. Il sera atteint. Il sera atteint. Puisque au regard de nos éléments, je vais prendre des notes, mes notes pour ne pas me tromper. Le président de la République a pris toutes les dispositions et tous les moyens pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'il a très tôt, en 2012, défini un principe politique fort. Nous devons définir nous-mêmes notre politique de sécurité alimentaire, avec des options qui sont sur la diversification agricole, des options qui sont sur l'augmentation de la productivité et un plan qui a permis de doter les exploitations en équipement. Rien que sur la reconstitution du capital semencier. Quand le président de la République arrivait au pouvoir, nous étions à 4,8% de semences certifiées. On prenait du tout venant et des semences écrémées. Aujourd'hui, 4 ans après, nous sommes à 50 000 tonnes. 4%, on était à 5 000 tonnes de semences certifiées. Aujourd'hui, nous sommes à 50 000 tonnes. Ça veut dire quoi? Si l'année prochaine, nous atteignons les 80 000 tonnes de semences certifiées, ciao, il n'y a plus de semences écrémées. Et nous renforçons donc la productivité. Et ça, pour le faire, on a mis 5 milliards tous les ans. C'est ça la réalité. Et donc quand on communique sur ce secteur, on dit aux Sénégalais, 1960, production nationale de riz paddy, 80 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à près d'1 million de tonnes de riz paddy et cette campagne-là devrait nous permettre de dépasser le million de tonnes. Et nous sommes dans nos perspectives d'autosuffisance en riz. Puisque nous nous sommes donné les moyens, le ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, a mis en place un cadre stratégique qui était cohérent. Il a redéfini la contribution des zones en matière de riziculture irriguée et de riziculture pluviale. Et on a constaté le fort impact du pluvial qui est venu ainsi contribuer et renforcer notre production et nos capacités de production. Très bien. On va aller très vite puisque le temps est je reviens terminé, mais sur par exemple la question de Makebe sur la com, qui pose un problème de cohérence. Je donne un exemple. Sur le dossier du pétrole, on a entendu presque tous les ministres en parler. Le Premier ministre a fait une déclaration de presse. Il ira à l'Assemblée aussi pour faire une déclaration. Vous dites que le chef de l'État même va s'exprimer sur le sujet. Est-ce que ce n'est pas un problème de cohérence, justement, dans la communication? Non, ce n'est pas un problème de cohérence, puisque la cohérence, elle porte sur le contenu, sur le message. Nous n'avons pas des messages contradictoires, aussi nombreux et variés que puissent être les interventions. Nombreuses et variées que puissent être les interventions. Le message, il est le même, puisque le gouvernement a une position sur ces questions à enjeu. Au-delà maintenant du Conseil des ministres, mais il revient à chaque ministre en charge d'un secteur de donner les éléments qui indiquent l'action qu'il mène au titre de la politique publique définie par le chef de l'État. Définie par le chef de l'État. Ce que je disais sur le président de la République, j'ai dit qu'il n'a pas jugé utile de parler, mais certainement il parlera le moment venu. Et il ne mènera pas sa voix à la confusion. Donc il parlera. Non, sur l'affaire du pétrole, il n'y a absolument pas eu d'incohérence. Il y a eu plusieurs acteurs qui interviennent, comme je l'ai dit. Le ministre en charge du secteur est intervenu, le Premier ministre est intervenu, moi-même j'ai répondu à des questions, d'autres ministres ont parlé. Le Premier ministre, à un moment, a jugé utile de faire le point. Et il a donné toutes les informations qu'il donnera quand la représentation nationale le voudra, et il le fera. Ensuite, sur le plan de la communication,
du gouvernement. Je pense que nous avons encore des efforts à faire. Nous avons amélioré quand même notre travail en étant d'être plus réactif, plus alerte, en étant d'être beaucoup plus simple. Et il y a encore un niveau de confusion dans la perception de la communication, puisqu'il y a également la communication du président de la République, qui est une communication tirée par lui-même, puisque c'est le poids qui représente dans notre architecture, c'est le président de la République, c'est lui qui a défini la politique, mais quand il va en tournée dans le sud ou dans les zones de production, mais il y a des temps de communication qui sont très très importants, que l'on confond souvent avec tout ce qui est environnement de son déplacement. Mais ça, c'est l'aspect folklorique et un peu, voilà, environnement. Mais parce que nous faisons de la politique comme ça dans notre pays. Très bien. Les tournées de François Hollande ne sont pas de même consistance que les tournées du... Mais globalement, pour sortir de ce sujet, sur la question de Baye Makebe, justement, oui, le problème de notre communication, c'est qu'il faut en renforcer l'organisation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en relation avec le ministre en charge de la culture et de la communication et le secrétaire d'État chargé de la communication. Nous avions convoqué très récemment une réunion avec les conseillers com pour harmoniser. Mais il faut reconnaître que déjà, l'harmonisation qu'il faudrait apporter, elle porte sur la mise aux normes, puisque dans les différents ministères, vous avez parfois uniquement un conseiller communication, parfois vous avez un bureau de la communication, vous avez un service de communication, vous avez une direction de la communication, il y a même des ministères, un ministère qui a sa télévision dans son dispositif de communication. Donc si on veut arriver à des résultats de haut niveau, il faut d'abord qu'on harmonise nos procédures. Nous avons une claire conscience qu'il nous faut organiser notre communication en ayant un guichet unique de la parole qui est distribué pour pouvoir jouer maintenant les autres fonctions de la communication, je le vois avec son sourire, les fonctions d'amplification et de répétition du message, puisque communiquer en définitive, ce n'est pas bavarder, communiquer, c'est avoir un message à dire, identifier sa cible, lui destiner le message, le répéter, le grossir, pour que la cible comprenne le monde dans lequel on le convie. Très bien. On est rattrapé par le loyer. Vous direz un mot oui, mais ça, c'est la preuve de ce qu'on était en train de dire. Le renforcement de l'encadrement, mise en place de procédures et de mécanismes de suivi, mais tout ça, ce sont les termes de référence de l'évaluation qui est annoncée par le chef de l'État, au sortir de laquelle je pense qu'il y aura un redressement qui permettra d'avoir moins de contentieux et moins de difficultés dans les relations entre bailleurs et locataires, puisque le président de la République l'a dit à l'occasion d'un des conseils des ministres il y a à peu près 2 mois, qu'il fallait faire attention à la protection des droits des locataires et à la protection des droits des bailleurs et veiller à ce que l'offre de logement soit conforme aux standards. La question de l'étudiant est très précise et manifestement il y a une violation quelque part. Oui, certains qui payent 50 000 alors qu'ils payent beaucoup nous moins. Sommes partis. D'autres 65 000. Nous sommes partis d'une volonté oui, ça, de réglementer. C'est un cas concret, facile à régler. Mais sur les 16 000 cas dont on parle, il ne s'agit que de choses comme ça, pour l'essentiel. Des congés qui sont donnés à des locataires qui occupaient des appartements, parce que derrière, il y a l'alibi de l'occupation par un membre de la famille. 2 mois après, on loue à un autre qui n'est pas membre de la famille. C'est ça. Donc quand je parlais d'effet d'aubaine, il s'agissait de ça. Et donc ce qu'il faut apporter comme correction, c'est à ce titre. Très bien. Dernière question, c'est le porte-parole de l'APR, mais vraiment en 30 secondes, quand est-ce que l'APR va se structurer? Pourquoi voulez-vous structurer l'APR? C'est une question qui se pose. Nous avons fait le choix d'avoir un parti, toujours en dynamique, capable de mettre le pays en mouvement quand il a besoin de gagner des élections. Nous avons fait le choix, ça nous l'avons tranché. Nous préférons un parti capable de gagner des élections à un parti structuré qui ne gagne pas d'élections. Pas de structure. Mais c'est ça la ligne de l'Alliance. Donc il n'y a pas de patron ni à Thiès, ni à Dakar, ni ailleurs? Ça peut être sympa, mais moi pour ce qui me concerne... C'est une question d'actualité. La question d'actualité... Parce qu'on a parlé de Thierno Alassane Sall, patron de l'APR à Thiès. Je réponds. L'information est fondée ou pas? Moi, en tant que politique et étant un produit des partis de gauche, je suis mal à l'aise avec ce concept de patron. Ce que je sais, c'est que l'Alliance pour la République est mon parti, mon leader c'est Macky Sall. Ma mission à Dakar, puisque je réponds de Dakar,
Ma mission à Dakar, c'est de contribuer à la reconquête de l'électorat au profit de l'Alliance pour la République, avec comme point d'ancrage la Médina. Maintenant, dans une logique de travail et dans une logique de collaboration, il faut mettre en place des mécanismes de coordination. Mes propositions, je les ai soumises à mes camarades de parti pour qu'on renforce notre cohésion, notre solidarité et qu'on mette en place les mécanismes qui nous permettent d'être encore plus efficaces, puisque j'ai la conviction, et ça j'en fais le serment, qu'aux prochaines échéances, Dakar sera marron et pour Macky Sall. Comme les législatives, l'APR est-elle candidate à diriger la liste de la coalition de la majorité? L'APR a les mêmes qualités, la même dignité que les autres partis alliés. C'est-à-dire, pourquoi on serait les seuls à devoir diriger notre propre liste, alors que c'est une liste de coalition? Merci. Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement, mais aussi de l'APR. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique autour du réalisateur Tonton Mac. Rendez-vous le mois prochain. Bonsoir.